Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de ce 24 heures Sénat. À 48 heures du premier tour des élections municipales, nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir avant de vous rendre aux urnes. Nous reviendrons sur les villes clés et les nouvelles règles inhérentes au mode de scrutin. Et pour comprendre les enjeux et les incertitudes qui pèsent sur ces élections, Jérôme Sainte-Marie, président de Polling Vox, sera sur ce plateau. Indignation à gauche, la droite lui donne raison. Nicolas Sarkozy sonne la charge dans une tribune publiée par Le Figaro et suscite de très nombreuses réactions. L'ancien président de la République répond aux nombreuses accusations qui le visent et s'indigne des écoutes téléphoniques dont il fait l'objet depuis plusieurs mois, comparant les méthodes de la police à celles de la Stasi. Et les politiques de droite comme de gauche ont les yeux rivés sur certaines villes clés du scrutin. Ces villes qui peuvent basculer. Si l'UMP rêve de Strasbourg, le PS convoite Nancy. Mais attention au Front national qui peut, dans de nombreuses agglomérations, redistribuer les cartes. Tour d'horizon des points chauds du premier tour des municipales avec Flora Sauvage. Une chose est sûre, à chaque fois qu'elles ont lieu à mi-mandat, le pouvoir en place a tendance à perdre les élections. C'est pourquoi un grand nombre de villes peuvent basculer dimanche. Outre la bataille emblématique de Paris et de Marseille, la droite espère rafler un certain nombre de villes. Parmi celles qui pourraient passer du rose au bleu, il y a Strasbourg, Toulouse, Reims, Saint-Étienne ou encore Angers. À gauche, les espoirs sont limités. Après avoir remporté la majorité des communes de plus de 9000 habitants aux dernières municipales de 2008, le PS s'attend à payer l'impopularité de l'exécutif dans les urnes. Parmi les villes de droite convoitées par la gauche, on retrouve Aix-en-Provence, Nancy, Mulhouse ou encore Le Havre. Enfin, le Front national est en embuscade, car il pourrait se maintenir au second tour dans plus de 100 villes. Les meilleurs espoirs du parti frontiste se trouvent à Perpignan, Hénin-Beaumont, Forbach, Villeneuve-sur-Lot ou encore Béziers. Des points chauds à surveiller dimanche. Pour autant, compte tenu des dernières affaires à l'UMP, plus personne ne prédit une vague bleue au soir du premier tour. Élection des conseillers municipaux, parité, renforcement des compétences des intercommunalités. De nombreux changements interviennent lors de ces élections municipales. Tout ce que vous devez savoir sur le scrutin à venir est résumé par Cécile Sixou. En 2014, pour voter, deux cas de figure. Soit vous habitez dans une commune de plus de 1000 habitants. Dans ce cas, votre bulletin comportera deux listes. Sur une colonne, celle des conseillers municipaux, mais aussi, et c'est la nouveauté, celle des conseillers communautaires. Les deux listes sont bloquées et paritaires, c'est-à-dire que si vous choisissez une liste, vous la choisissez dans sa totalité. Vous ne pourrez pas barrer de nom. Dans le cas contraire, votre vote est nul. Dans les villes de moins de 1000 habitants, en revanche, il est possible de faire un choix à la carte, c'est-à-dire de voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par liste et d'ajouter ou retirer des noms sur un bulletin de vote. Autre différence, dans les petites communes, vous ne serez pas obligé de présenter une pièce d'identité au moment du scrutin. Enfin, pour tout le monde, plusieurs conditions: avoir plus de 18 ans, la nationalité française ou être ressortissant de l'Union européenne. Et bien sûr, être inscrit sur les listes électorales. Ils sont plus de 900 000 à se présenter dimanche devant les électeurs. Les candidats à 48 heures du premier tour des élections municipales battent une dernière fois le pavé pour tenter de convaincre encore et toujours. Et à Paris, c'est donc la dernière ligne droite pour Anne Hidalgo et Nathalie Kosciusko-Morizet. Leurs derniers instants de campagne avec Faustine Saint-Geniès et Mounir Soussi. À 2 jours du premier tour des municipales, les deux principales candidates à Paris continuent de battre le pavé, mais avec deux stratégies très différentes. Dans le camp d'Anne Hidalgo, en visite au Salon du Livre, un mot d'ordre: rester en retrait. Donnée favorite selon les derniers sondages, la candidate socialiste arpente les allées, serre des mains. Bonjour, vous avez changé de look et ça vous va très bien. J'ai coupé les cheveux. Je sais, et ça vous va très bien. Et la campagne m'a fait mincir. Je sais, mais ça c'est normal. Je vous ai vu à vos débuts avec Delanoë. Merci. Et je suis ravie de vous voir. Paris 2, toujours. Mais elle refuse de parler politique. Officiellement, sa seule préoccupation,
c'est l'abstention. Écoutez, voilà, on mobilise. J'espère que les Parisiens ne bouderont pas ce beau moment de démocratie. Voilà. On peut dire avec qui on est d'accord, avec qui on est en désaccord. Et en tous les cas, je souhaite que chacun aille voter pour sa ville. Madame, un dernier tract avant le premier tour. Un appel à la mobilisation partagé par Nathalie Kosciusko-Morizet et ses équipes. La candidate UMP est toujours présente sur le terrain, au contact des Parisiens, car pour elle, rien n'est joué. C'est vrai que dans les derniers jours, les oreilles sont plus ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de Parisiens qui n'étaient pas complètement dedans jusqu'à maintenant, ça y est, qui sont dedans, qui s'intéressent. C'est dans 3 jours. Donc c'est en quelque sorte des jours qui comptent double ou qui comptent triple. Pour son dernier jour de campagne, elle se concentre sur le 14e qu'elle essaie d'arracher à la gauche. Un arrondissement clé qui peut faire basculer Paris dans un camp ou dans l'autre. Et s'affiche sur votre écran la liste complète de tous les candidats à la mairie de Paris. Et j'accueille sur ce plateau Jérôme Sainte-Marie, président de la société d'enquête et de conseil Polling Vote. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelles sont les incertitudes qui pèsent sur ce scrutin? On sent d'ailleurs que les instituts de sondage restent très prudents. Oui, la première incertitude, elle a duré durant toute la campagne, c'est le contraste entre des intentions de vote au niveau local qui n'étaient pas finalement si défavorables que cela à la gauche, et un climat général qui, lui, est marqué par l'impopularité massive, historique du gouvernement. Donc c'est la question que vous posiez d'ailleurs en début de ce journal, savoir s'il y aura ou pas la traduction, encore une fois, de l'impopularité gouvernementale. On est en plein dans les élections. Est-ce qu'on nationalise le débat? On est dans les élections intermédiaires. Ces élections intermédiaires, généralement, se traduisent par un recul et la perte donc de certaines villes de la part de la majorité au pouvoir. Oui, c'est traditionnel que les élections intermédiaires soient une sanction pour le gouvernement. Et actuellement, à la fois, on a un gouvernement qui est plus impopulaire que jamais, et cependant, surtout en début de campagne, on avait des intentions de vote qui semblaient plutôt conforter la gauche, notamment lorsqu'elle était en place dans les mairies. J'ai noté cependant qu'au cours de la campagne, notamment ces dernières semaines, on commençait à avoir des sondages beaucoup plus défavorable à la gauche, et donc il semblerait que ce modèle se vérifie une nouvelle fois. Malgré l'impact éventuel des affaires qui secouent la droite? Alors le second point, c'est cela. Est-ce que finalement les gens vont aller voter différemment après toutes ces affaires? Mais le problème, c'est que d'une part, on passe notre temps à nous répéter, même si j'y crois qu'à moitié, que, je vous dirai pourquoi, que la majorité des Français vont aller voter pour des motifs locaux. C'est à la fois vrai, mais c'est pas très intéressant, parce que l'important, c'est de savoir s'il y a effectivement quelques 10, 20, 30% des gens dans une ville qui vont voter pour des motifs nationaux. C'est ça qui fera la différence. Et c'est ça qui fait à chaque fois la différence. Donc, à la fois, on nous dit ça, puis en même temps, sur ces affaires, il faut voir qu'elles ont touché finalement les deux camps. Il y a quand même des gens à droite qui sont effectivement persuadés qu'on en veut terriblement à M. Sarkozy, et donc ça les motive pour aller voter. Il y a des gens qui ont été troublés par le comportement du garde des Sceaux, qui ont été sensibles à ce qui a été dit par rapport par un certain nombre d'avocats. Et puis il y a aussi tous les gens qui, par ailleurs, considèrent que tout ça concerne la droite. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça devient très confus au fur et à mesure que ça se développe, ces affaires, et je crois que c'est un peu un match nul entre la gauche et la droite, en tout cas aux yeux de l'opinion. D'où la prudence, notamment des instituts de sondage. Pour dire aux choses autrement, ça ne jouera pas beaucoup. Alors, il y a quand même une autre inconnue, c'est le taux de participation ou l'abstention selon... Voilà. Et sachant que depuis des années, il y a une augmentation de l'abstention dans les élections. Alors dans les élections en général et surtout dans les élections municipales, on a beau dire que... C'est une tendance lourde. C'est une tendance lourde. Depuis 1977, pour être précis, depuis les municipales de 1977, chaque scrutin municipal a été marqué par une progression plus ou moins forte de l'abstention. On était à peu près à 21% en 1977, on est aujourd'hui au premier tour à 33,5%. Mais ça, il faut faire très attention, c'est une moyenne nationale. Dans ces 33,5%, on a la contribution du vote de toutes les petites ou très petites communes. Et c'est très difficile de ne pas aller voter dans un village, on voit bien qui a émargé ou pas, alors qu'inversement, dans les grandes villes, c'est facile, ce qui fait que dans les villes de plus de 30 000 habitants en 2008, on avait atteint 43% d'abstention, ça signifie, et dans certaines villes, 60% comme à Roubaix. Est-ce qu'on peut craindre une abstention sanction, une abstention de mécontentement? Oui, l'abstention a deux sources, évidemment une abstention structurelle, c'est-à-dire que moins on est inséré socialement, moins on va voter, ce qui pénalise d'ailleurs et l'extrême gauche et d'ailleurs le Front National aussi,
un électorat relativement peu participationniste. Et par ailleurs, on a aussi un différentiel de participation qui est lié au fait que beaucoup d'électeurs de second tour, notamment de François Hollande, qui sont très perplexes, très déçus par l'action du président de la République et de son gouvernement, ceux-là n'iront pas jusqu'à voter Front National ou à voter à droite, mais ils risquent de ne pas les voter. Donc le différentiel de participation, d'après tout ce que l'on sait à travers nos études, va nuire d'abord à la gauche. À la gauche. Alors justement, c'est la question que nous avons posée ce soir aux internautes avec notre partenaire lenouvelobs.com. Irez-vous voter dimanche? Et une majorité de votants, une grande majorité répond oui à 84%. Un commentaire? C'est plutôt encourageant. Pas tant que ça, les gens détestent avouer le fait qu'ils vont s'abstenir. Et puis généralement, on ne s'abstient pas par volonté, on s'abstient plutôt par lassitude, donc au dernier moment. Le Front National peut redistribuer les cartes. 596 listes déposées par le FN, c'est un record. Est-ce qu'il faut s'attendre à une percée locale du Front National? Ça, ça va être très paradoxal, par rapport aux 1% seulement qu'avait fait le Front National en 2008. Où on n'était présent que dans moins de 80 communes. On va forcément avoir une forte progression. Inversement, le chiffre que vous venez d'indiquer signifie que dans plus de 35 000 communes, il n'y a pas de liste Front National. Donc beaucoup de gens qui nous déclarent dans les sondages nationaux aujourd'hui avoir l'intention ou envie de voter pour le Front National ne pourront tout simplement pas le faire, ce qui va d'ailleurs nourrir à son tour l'abstention. Donc le problème du Front National n'est pas du tout son score global, c'est le fait que, puisqu'il suffit de faire simplement 10% des suffrages exprimés pour être qualifié au second tour, on va avoir, là où nous avons travaillé, on l'a constaté, énormément de triangulaires. Là où nous avons travaillé, on s'est rendu compte que les listes du Front National qui étaient présentes réalisaient un score au premier tour presque équivalent à celui qu'avait réalisé Marine Le Pen lors d'un dernier présidentiel. Ça prouve une unité de mesure qui montre que ça va être une gêne terrible pour l'UMP cette fois-ci. Eh bien, on pourra vérifier ça dès dimanche. Merci Jérôme Sainte-Marie d'être venu sur notre plateau. Et les chaînes parlementaires vous donnent rendez-vous dimanche dès 19h pour 6 heures de direct et d'analyse des résultats. Les deux rédactions Public Sénat et de LCP seront mobilisées pour vous faire vivre au plus près les résultats et les réactions des candidats, notamment dans de nombreuses villes clés comme Marseille, Toulouse, Strasbourg, Montreuil ou encore Paris. Nicolas Sarkozy a-t-il eu raison de parler? Le quotidien Le Figaro publie aujourd'hui une tribune offensive de l'ancien chef de l'État, tribune dans laquelle il cherche à répondre aux accusations qu'il vise, notamment dans l'affaire des écoutes. Depuis cette publication, les réactions s'enchaînent. François Hollande, depuis Bruxelles, a condamné les mots choisis par Nicolas Sarkozy qui évoquent les méthodes de la Stasi, alors qu'à droite, on applaudit. Jérôme Rabier. Il a choisi de sortir de son silence et le ton est résolument à l'offensive. Nicolas Sarkozy cible pêle-mêle dans sa tribune les magistrats, le gouvernement ou encore le Conseil constitutionnel. Mais c'est sa dénonciation de méthodes totalitaires qui a provoqué les plus vives réactions à gauche. Oser évoquer la Stasi en parlant de la France, de notre République, de notre bien commun, lorsque un ancien président de la République emploie ces expressions, pour moi, il est irresponsable. Un argument repris par toute la majorité qui dénonce des attaques indignes d'un ancien président de la République. À droite, en revanche, on soutient en bloc Nicolas Sarkozy. Il était indispensable que Nicolas Sarkozy réponde comme il l'a fait, alors qu'il est l'objet d'attaques d'une violence incessante depuis plusieurs semaines, qui mettent en cause sa personne et son honnêteté. À 2 jours du premier tour des élections municipales, la charge de Nicolas Sarkozy aura-t-elle une influence dans les urnes? Le Premier ministre espère que les Français répondront présents. S'il y a une seule réponse à faire à toutes ces polémiques, à tous ces dérapages, à toutes ces dérives, c'est de participer au scrutin. Alors qu'une abstention record est redoutée, la tribune de Nicolas Sarkozy aura en tout cas éclipsé les derniers moments de campagne de ces élections. Et en ce moment même, patronat et syndicats jouent les prolongations alors que tous autour d'une table essayent de mettre un point final aux négociations sur l'assurance chômage. Mais pour l'heure, le MEDEF et les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord. Le patronat travaille sur un nouveau texte. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un nouveau numéro des Pieds sur Terre consacré à la mode éthique. Très bonne soirée sur Public Sénat.